Sur la côte d'Émeraude, entre Cancale et le Cap Fréhel, s'étend le pays malouin. Saint-Malo et l'estuaire de la Rance s'intègrent dans un paysage qui change au gré des marées parmi les plus fortes d'Europe. Saint-Malo est une ville de marins tournée vers le large, mais c'est aussi un poste de garde, celui de l'estuaire de la Rance. Sans cesse convoité par les Anglais, il a progressivement été fortifié, un paysage chargé d'histoire qui vit depuis des siècles au rythme des marées. L'histoire de la ville de Saint-Malo, ceinte de hauts remparts, a commencé en face, sur la presqu'île appelée la Cité d'Alette. Les Celtes aménagent le promontoire, mais ce sont les Gaulois, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui le fortifient. Bénédicte de Pinfinténiaux est malouine. Elle est passionnée par l'histoire de sa ville. Paradoxalement, l'histoire de Saint-Malo, elle commence ici, sur la presqu'île d'Alette? Tout à fait. En fait, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais Saint-Malo est une île. C'est pas très visible, mais c'est une île. Donc oubliez les remparts, oubliez le clocher de la cathédrale qui est l'emblème de Saint-Malo aujourd'hui, mais qui est assez récent en fait. Oubliez toutes ces maisons et vous ne pouvez arriver sur ce caillou qu'à marée basse par une chaussée qu'on appelle la chaussée du Sillon. Et en fait, s'installer sur une île, c'est pas très pratique. Donc les gens se sont installés plutôt ici au départ. Donc en fait c'est beaucoup plus simple de s'installer ici parce qu'on est rattaché à la terre, parce qu'on peut cultiver et en fait pour vivre on a quand même besoin de manger tout simplement. Et on a une position stratégique très intéressante. Si je vous dis que c'est bien situé ici, c'est parce que nous sommes sur la Manche, la mer c'est le monde entier. L'accès à la mer est très important parce qu'on va vendre nos produits et on va en ramener. Ça c'est ce qui fait, c'est la grande trame de toute l'histoire malouine. Et en plus, vous êtes ici dans la Rance, donc on va contrôler la Rance, donc contrôler le commerce, donc s'enrichir. Si la presqu'île d'Alette est plus propice à l'installation des hommes, comment se fait-il que ce soit Saint-Malo qui prenne une telle importance? Les bénédictins vont s'y installer et ils commencent à construire, et ils arrivent à cultiver et les choses s'organisent très très bien. Et donc ils vont commencer à donner des idées à un autre évêque d'Alette qui s'appelle Jean de Châtillon, un personnage extrêmement important qui malheureusement est assez mal connu mais à qui on doit tout. Ce Jean de Châtillon est un grand visionnaire. Il voit le travail des bénédictins et il se dit « mais je serais bien là-bas ». Je pourrais abriter mes populations, je pourrais leur donner à manger et je pourrais aussi les abriter contre les attaques. Je serais en fait beaucoup mieux installé. Que sur la presqu'île d'Alette? Qu'ici, exactement, parce qu'ici on est tout le temps envahi. Et donc il va faire un transfert d'évêchés, c'est très rare. On va lâcher la cathédrale d'Alette, Saint-Pierre, pour aller reprendre les constructions des bénédictins, c'est-à-dire la cathédrale actuelle, que Jean de Châtillon va un petit peu agrandir, va réhabiliter, et puis il va commencer à s'installer. Pour découvrir la ville fortifiée de Saint-Malo, nous entrons par la porte nord, la porte Saint-Thomas. Il y a plusieurs parties. Là, nous sommes devant une tour qui va être construite par une duchesse que tout le monde connaît bien, qui s'appelle la duchesse Anne de Bretagne, qui est celle par qui la Bretagne va être rattachée à la France. Elle s'appelle la tour Quicangrogne. C'est un rapport avec Grognier? Exactement, vous avez tout compris, c'est un rapport avec Grognier. Alors, c'est assez particulier parce que les ouvertures pour les canons ont l'air d'être dirigées vers la ville. Et qu'est-ce qui justifie un truc pareil? Ah bien, c'est-à-dire que les Malouins sont un petit peu remuants. Ici, il y a une population assez bigarrée, on ne se rend pas compte, mais c'est une ville refuge. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville refuge? Ça veut dire que n'importe qui aurait fait des bêtises, sous le coup de la loi, peut venir se mettre à l'abri et la justice ne peut pas le poursuivre à l'intérieur. Et ce petit monde n'est pas toujours d'accord avec l'autorité. Donc l'autorité, pour asseoir cette fameuse autorité, va quand même montrer un petit peu les crocs. Donc Anne va construire ça, les Malouins ne sont pas d'accord, organise une grande procession, évêque en tête. Et donc l'évêque lui-même jette une pierre contre la tour en disant à la duchesse « Attendez, ici c'est chez moi tout de même ». Et la duchesse va répondre « Mais alors ça m'est complètement égal ». Qui qu'en grogne, quel que soit celui qui grogne, ainsi sera, tel est mon bon plaisir. Et cette inscription se trouve donc sur le côté, certes bûchée par la Révolution française, et le nom de la tour, c'est la tour qui qu'en grogne.
Les remparts de la ville, ils ont toujours été ici? Ah non, pas tout à fait. En fait, Jean de Châtillon s'installe sur un rocher. Au début, tout se passe relativement bien. Nous sommes donc au XIIe siècle. Et puis après, avec la prospérité de la ville, la population va arriver de plus en plus dans la ville pour se mettre à l'abri. Au bout d'un moment, il y a tellement de monde qu'on ne sait plus où les mettre. Alors les ingénieurs, quand on va arriver au XVIIIe siècle, qui est la période la plus faste, la plus connue, on va dire, les ingénieurs vont avoir des idées assez extraordinaires d'agrandir la ville en se servant du rocher. C'est-à-dire que le rocher n'est pas tout à fait pointu. Il y a une partie qui est en pente plus douce. On va se servir de cette pente plus douce pour reculer un peu le rempart. Donc il y a des endroits avec des bandes assez étroites comme ici, mais des endroits où c'est beaucoup plus conséquent. Et on va réussir à agrandir la ville des 2/3. On va passer de 16 à 24 hectares. Ça permet d'agrandir la ville et de moderniser. Et de moderniser. Alors ça va permettre aussi aux armateurs de se construire de magnifiques hôtels, majoritairement contre le rempart. Vous avez vu, vue sur la mer. Alors aujourd'hui, oui, c'est très à la mode. La vue sur la mer est un grand avantage. Mais eux, la vue sur la mer, ils l'ont tout le temps. C'est pas ça qu'ils veulent. Eux, c'est la vue sur mon bateau. Est-ce que mon bateau arrive en entier avec tous mes soldats et avec les richesses? À la fin du XVIIe siècle, la France est en guerre contre l'Angleterre. Louis XIV envoie Vauban, son architecte militaire le plus expérimenté, à réorganiser les défenses de la ville. Quatre forts militaires sont alors construits pour protéger Saint-Malo et l'estuaire de la Rance. Bonjour Alain. Ah, bonjour. Depuis 20 ans, Alain-Étienne Marcel restaure l'un de ses forts, celui du Petit B. Allez. Il faut quand même que je vous explique la stratégie de Vauban. La stratégie, c'est de barrer des routes. Les routes maritimes sont des chenaux. Pour arriver à Saint-Malo, il y a 3 chenaux principaux. Une passe nord, qu'on appelle des passes, une passe nord, une passe diagonale et le long de la côte. Donc il est un peu ancré sur des rochers, bien ciblés, bien précis, ces fortifications. Mais le dispositif de défense, il est pensé pour éviter une attaque Quand la mer est haute. Oui, ils attaquent en général à mer haute. D'accord. C'est là où on peut manœuvrer on peut manœuvrer facilement. Oui, oui. Bon, ben là, c'est une belle mer quand même, ça a de l'allure, ça. Bon. C'est plutôt joli et mouvementé, ouais. Alors, on a une défense naturelle, il ne faut pas l'oublier, parce que regardez la mer, regardez les récifs. Il faut débarquer, là. Hein. C'est impossible d'aborder dès que la mer est un peu grosse. Ah ben évidemment. C'est un endroit qui est volontairement agressif. Il ne faut pas que l'ennemi puisse débarquer. Donc, quand même, pour y faire une avenue. Et vous refaites dans le style de Vauban, en fait. Ah ben absolument, on est dans un monument historique, on n'est pas à Disneyland. Hein. Et vous allez retrouver notamment le plan de ce fort-là. Absolument. J'ai tous les plans, j'ai le cahier des charges qui était destiné à tous les corps de métier travaillant dans ce fort, en expliquant comment il fallait travailler. Donc je reprends ce cahier des charges, qui est un cahier des charges du 18e, début 18e. Impossible de débarquer ce jour-là. Le lendemain, la mer est calme, nous pouvons accoster sur le fort militaire du Petit B. Voilà, on arrive face au B. Ben voilà. Cette plateforme ouverte à 180 degrés vers la baie de Saint-Malo. Toute la baie de Saint-Malo est visible. Toute la défense. Et sur cette plateforme, 19 canons, 2 mortiers, 120 hommes. Et est-ce que ce dispositif, finalement, a joué son rôle? Bien sûr. Saint-Malo a été attaqué au moment de la construction des forts. 2 attaques spectaculaires. D'ailleurs, des canons du Petit B, un navire anglais, le Dreadful, a été coulé. Et après, lorsque toute la défense de Vauban était terminée, on n'attaque plus Saint-Malo. Ça a été inattaquable pendant 180 ans. Belle dissuasion, hein? Merci, monsieur de Vauban. Hein. Bien, là, on est à l'étage supérieur, réservé au casernement. Et tout d'abord, cette voûte en pierre. Si l'ennemi réussit à franchir les passes, il arrive au pied du fort
Pas question de lui offrir une charpente en bois. Granit de Chauzet, tuffeau, chaux armé, 90 cm à 1,10 m d'épaisseur. Tout ça, c'est le casernement, 120 lits. Alors les premiers lits sont des lits collectifs. D'ailleurs, on voit des traces des premiers lits et sont de 1710 ces traces. Vous voyez, la trace d'enduit légèrement en pente, horizontale, départ de la pente, 3 niveaux. Comme ça, on met 120 lits. Ah, mais c'est un peu comme dans un bateau finalement. C'est rigoureusement comme dans un bateau. C'est commandé par un officier de marine et on est... C'est rigoureusement... C'est un navire de guerre au mouillage, si vous voulez. Ah, avec les meurtrières. Alors les meurtrières, pour bien sûr la défense au fusil. Si l'ennemi débarque sur la côte, on l'attend avec des fusils. Et aucun angle de mort. Hein. On n'arrive absolument pas à la tour du fort sans être sous couvert d'un fusil. Les constructions de Vauban, elles ont une vocation exclusivement stratégique, fonctionnelle? Non. Vauban, il sait que ces constructions perturbent le paysage, peuvent perturber. Il veut se faire des alliés des Malouins, des gens qui regarderont ces forteresses. Eh bien, pour les gens qui le regardent depuis la terre, ils sont esthétiques. Il a une préoccupation paysagère? Absolument. Non seulement il adapte sa maçonnerie parfaitement au rocher, il n'hésite même pas à découper le rocher pour adapter sa maçonnerie. Impressionnant pour les attaquants, mais esthétique pour ceux qui habitent. Pour ceux qui habitent et qui le regardent. Et c'est parfaitement réalisé. Bien défendus par les fortifications mises en place par Vauban, les riches armateurs de Saint-Malo vont utiliser l'estuaire de la Rance comme base arrière pour les hommes et les matières premières. Ils font rapidement fortune et construisent des résidences autour de la ville. Elles marquent le paysage par le gigantisme de certaines d'entre elles, comme le domaine de Montmarin. Thierry de Ferrand en est aujourd'hui le propriétaire. Ce domaine de Montmarin, au départ, c'est vraiment une simple maison de campagne? Non, ce n'est pas une simple maison de campagne, c'est une malouinière, donc une résidence, je dirais, estivale d'armateurs malouins au XVIIe, XVIIIe. Celle-ci est au milieu XVIIIe. En plus, celle-ci est très particulière dans le sens qu'elle est du mauvais côté de la Rance. Les malouinières sont toutes à une portée de cheval de Saint-Malo parce qu'il faut éventuellement rentrer en urgence en ville, soit parce que nos amis anglais arrivent et qu'il faut décharger les canons des bateaux pour les mettre sur les remparts, soit, beaucoup plus vraisemblablement, parce qu'un bateau arrive en fraude d'Amérique du Sud avec une cargaison précieuse et qu'on le déroute en vitesse sur une petite baie discrète pour en faire l'inventaire avant les agents du roi, c'est-à-dire avant les impôts. Et je pense que la deuxième raison est beaucoup plus importante. Donc sur les 112, 114 malouinières répertoriées, il y en a 3 ou 4 de ce côté-ci de la Rance. Mais ces malouinières, ça représente bien le succès économique des gens de Saint-Malo. C'est une vitrine. C'est presque montrer sa réussite économique. Et ensuite, souvent, on se faisait en plus anoblir du nom de la parcelle de terre sur laquelle était faite la malouinière en achetant une charge au roi pour s'appeler Monsieur de Trucmuche. Et c'était une réussite économique d'un côté qu'on montrait, et c'était la réussite sociale de l'autre, après avoir effectivement réussi très bien dans les affaires. Mais le succès économique des habitants de Saint-Malo est si important qu'on puisse se permettre de construire des choses pareilles? Fin 17e, début 18e, Saint-Malo était la 2e ou 3e place financière française. Ils ont financé eux tout seuls presque 50% de l'effort de guerre de Louis XIV, qui était un des rois, les guerriers les plus solides dans ces guerres de France. Ils avaient une fortune absolument considérable. Mais cette fortune, elle vient de la pêche? Elle vient de quel ça a type démarré par la grande pêche dès la fin du XVIe, même courant XVIe, et ça a continué ensuite par le commerce européen, par le commerce vers les Indes, par le commerce vers les États-Unis, enfin vers l'Amérique, par le commerce en fraude dans la zone réservée aux Espagnols et aux Portugais, c'est l'Amérique du Sud. Là, c'était le commerce de l'or et de l'argent. C'était pas négligeable du tout. C'était aussi l'armement en course quand le moment était défavorable au commerce, c'est-à-dire en période de crise. En course, ça veut dire c'est les corsaires. On armait en course, on créait des bateaux corsaires, souvent d'ailleurs avec des bateaux de commerce armés et les mêmes équipages. Ils ont fait une fortune absolument considérable. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de compétition entre les malouinières? Si. Mais je vous dis, c'est une vitrine, donc on montre sa réussite, on étale un peu sa réussite parfois. Aujourd'hui, les gens disent vivons tranquilles, vivons cachés. À l'époque, on a réussi, donc on le montre. On en est fier, on le montre. À la fin du XVIIIe, le deuxième propriétaire du Montmarin
à profiter de cette baie qui est la dernière baie profonde de la Rance maritime, dans le sens qu'ici on a 10 mètres d'eau sous le zéro des cartes. Donc à marée basse, on a encore 10 mètres d'eau. Du coup, il s'est dit, moi je vais en tirer parti, je vais créer ici un gros chantier naval, et ça a été le plus gros de la région de Saint-Malo avant la Révolution. Ici, c'était un chantier naval? C'était un chantier naval avec un bassin asséchable d'1 hectare qui est derrière nous, avec des quais que vous avez devant nous, avec les ruines d'une ancienne jetée ici, avec toute une série de bâtiments industriels, où il y a eu jusqu'à 1200 ouvriers à travailler en même temps. Et combien de bateaux On ne sait pas le nombre total de bateaux, mais il pouvait sortir plusieurs dizaines de bateaux. Ça allait de la gabarre toute bête à des vaisseaux de 2 ponts, pour des frégates pour la marine royale. Protégés par l'estuaire de la Rance, les chantiers navals ont longtemps assuré la prospérité du commerce malouin. L'estuaire s'enfonce dans l'intérieur des terres jusqu'à Dinan, à 30 km au sud de Saint-Malo. Par gros coefficients, les marées changent radicalement les paysages des bords du fleuve. Laurence Ledublaillot, géographe et maître de conférences à l'Université de Rennes. Et là, pour que je m'y retrouve, on est où à peu près? Donc on est ici. Là, c'est le Mont Garot et nous, on est très exactement là, dans ce champ-là. L'érosion a moins attaqué cette partie-ci que le bassin schisteux qui est juste devant nous, ce qui nous permet d'avoir un point de vue panoramique assez magnifique sur toute la partie sud-sud-ouest de la Rance, donc en direction de Dinan, et derrière nous, donc la partie aval qui remonte jusqu'à Saint-Malo. C'est-à-dire que l'eau s'engouffre, l'eau de la mer s'engouffre quotidiennement et se retire tout à fait. C'est tout le long comme ça. C'est un secteur qui est soumis à l'influence des marées. C'est le principe de ce qu'on appelle la ria, hein. C'est une vallée fluviale. Donc la vallée a bien été creusée par un fleuve. À un moment donné où la mer elle-même était plus basse, donc dans des périodes froides en fait, des périodes glaciaires. Et puis ensuite, lorsque le niveau marin a remonté, la mer a progressivement envahi toutes ces vallées fluviales, comme à d'autres endroits d'ailleurs pour les fjords, hein, c'est le même principe. Sur la Rance, des écosystèmes très particuliers se sont développés sur des endroits que l'on nomme slick et shore. Le premier est recouvert à chaque marée, tandis que le second ne l'est qu'en cas de gros coefficients. Toute cette végétation est halophile, elle résiste au sel. Donc ici on est sur le shore, hein, sur cette végétation halophile là, très particulière qui supporte donc le sel et qui peut être recouverte par la mer aux grandes marées sans souci. Par contre on voit bien aussi la marée qui monte et comment ici maintenant elle est en train de recouvrir complètement la slick, donc elle va venir tout à l'heure là jusqu'à nos pieds. Et le grand bâtiment qu'on aperçoit là-bas, c'est quoi? Donc ça, c'est un des nombreux moulins à marée qui étaient présents sur la Rance, donc qui peuvent être des gros bâtiments, hein, comme on voit, c'est pas forcément des tout petits moulins. Mais quelque part, c'est l'ancêtre de la marée motrice qui a à l'embouchure de la Rance? Oui, c'est le même principe d'énergie, hein, c'est-à-dire à une autre échelle. C'est pas seulement un petit bief qui a été fermé, mais l'ensemble de la ria qui a été donc fermé par le barrage. Le barrage a été une réussite en termes de production énergétique, hein, puisqu'il produit à peu près de quoi fournir en électricité une ville de la taille de Rennes, environ 300 000 habitants, c'est à l'ordre de grandeur. Et il a eu un impact évidemment sur l'ensemble de la Rance. Déjà sur le site lui-même, puisqu'il y a eu la route, donc ça a relié en fait Dinard et Saint-Malo. Et puis de manière plus générale, le barrage a de fait modifié complètement le fonctionnement de la marée dans l'estuaire. Si la marée modifie les paysages, elle profite également à la culture des huîtres, notamment à Cancale. Stéphane Allôme est ostréiculteur depuis plus de 10 ans. Les huîtres qu'il cultive se vendent sur le port et dans les grands restaurants de Paris, Tokyo ou Moscou. Qu'est-ce qui fait que la culture d'huîtres est propice ici?
Les huîtres se sont développées naturellement dans la baie et puis l'homme les a exploitées petit à petit, d'abord en les draguant en bateau. On vendait les grosses et on mettait les petites à pousser sur le sol, sur des étalages qui étaient un peu plus au large, qui étaient des grandes surfaces à plat, qui étaient bordées par des petits murs en branchage pour éviter qu'elles s'échappent avec le courant. Et on posait les petites dessus et on les récoltait après pour les revendre, quoi. Donc ça, c'était plus du ramassage que de la culture à proprement parler. Oui, enfin, c'était pas du vrai élevage, quoi. Hein. On prenait quelque chose de sauvage et on le faisait grandir pour le vendre et le consommer derrière. Et depuis quand la culture est en place? Alors on maîtrise le captage des naissins depuis la fin du 19e. En fait, quand l'huître pond, il y a une larve qui se forme dans l'eau. Et cette larve va aller s'attacher sur un support calcaire, former une petite coquille et ça devient du naissin. Donc c'est gros comme l'ongle du petit doigt quand elles arrivent ici. En fait. Est-ce que l'amplitude de la marée est importante pour cultiver des huîtres? Ici, on a les plus grandes marées d'Europe, les deuxièmes marées du monde. On est à presque 14 mètres de différence entre la plus haute et la plus basse mer. Les marées importantes oxygènent considérablement l'eau et un peu de soleil, un peu de pluie, ça fait développer du plancton avec l'aide des sels minéraux. Et voilà, quand il y a la nourriture, il y a obligatoirement quelqu'un pour la consommer, quoi. Donc les huîtres se nourrissant de plancton, elles ont trouvé un site propice pour s'installer. Et ça veut dire qu'on a ce type de paysage ici depuis la fin du 19e siècle? Alors, à l'époque, non, il n'y avait pas toutes ces installations à terre. On avait ici des petits parcs au sol, donc avec des petits murets en branchage ou en pierre. Et ça s'étendait un peu sur la frange qui découvre. Hein, mais on n'avait pas cette importance ici. Ici, maintenant, c'est une zone de stockage avec des tables en métal parce que l'espèce d'huître a changé et la méthode d'élevage a changé aussi. Donc le paysage s'est modifié depuis le 19e jusqu'à maintenant. Et pour vous, c'est un paysage culturel, industriel, parce que c'est assez particulier en fait, c'est un mélange de béton, de ferraille, C'est un peu à cheval entre les deux. Effectivement, nos habitudes alimentaires façonnent les paysages, que ce soit de la culture ou de l'ostréiculture en mer. Donc ça change un peu le paysage. Pour moi, il est plus culturel parce que il a aussi été beaucoup peint. Il y a eu beaucoup de peinture à Cancale. Donc on voit au cours des siècles les différents changements du paysage. Et ça a aussi façonné toute la partie côtière. Parce que Cancale attire beaucoup de gens pour la restauration. Déjà au 19e, on y louait des sabots pour aller dans les parcs. Donc il y avait toute une structure qui accueillait les gens, un train qui venait de Saint-Malo. Voilà, tout ça, ça a disparu et d'autres choses l'ont remplacé, des parkings, voilà. Donc ça modifie le paysage, quoi. Donc là, on est sur le top de notre qualité d'élevage, hein. Presque 4 ans et demi avec... 4 ans de croissance. Alors, on l'élève en 3 ans et après on la garde entre 6 mois et 1 an pour qu'elle acquiert ce taux de chair qui va lui donner ce goût sucré en plus de l'iode. Et dès qu'on croque la chair, on va effacer complètement ce goût salé iodé pour arriver sur quelque chose de doux, presque sucré, avec des notes de lait d'amande, hein, en fin de bouche, une légère astringence sur les bords de langue comme un vin très peu tannique, un peu comme un gamay. Et on finit sur une longueur en bouche qui va se développer et c'est un goût qu'on va garder en bouche au moins une demi-heure. En fait, vous décrivez les huîtres comme on décrit le vin. Oui, à la dégustation. On a essayé de qualifier notre huître un peu avec le vocabulaire du vin parce que c'est un vocabulaire qui est facilement compréhensible pour beaucoup de gens et qui va bien à la gastronomie. Super charnu. Ouais. Elles ont une épaisseur. Ouais. Et ça, c'est le fait de les laisser plus longtemps près de la côte, dans un endroit où il y a un peu de nourriture pour qu'elles continuent à s'engraisser, mais où elles ne vont pas croître, donc elles vont dépenser leur énergie pour développer la chair. Il faut les croquer parce que si on ne croque pas les huîtres, si on les gobe juste, on n'a pas le vrai goût en fait. Et puis on perd une dimension. Ouais. C'est redoutable, hein. Alors j'aurais rêvé de les déguster au milieu du parc à huîtres. Mais vu la météo... Oui, mais le temps n'est pas clément avec nous. Donc,